Une semaine, ou presque, est passée après la diffusion de nos top 32 du repêchage 2025, top 32 préliminaire. Pascal, on a vu pour possiblement la première fois euh, depuis la création du TSLH Espoir, énormément de disparités, de différences dans les listes de nos observateurs pour ce top préliminaire-là. On va en jaser en début d'épisode, là, surtout du côté de ta liste, puis voir comment tu trouves la cohorte en général. Il y a une question qui nous a été posée dans le podcast aussi, puis je trouvais ça important de revenir sur cette question-là dans un épisode ultérieur. Euh, Par la suite, dans l'épisode, on vous propose une petite formule quand même assez amusante. Vous allez pouvoir rire de moi et Pascal Mhm. parce qu'on va observer des mauvais takes, des prises de décision qui ont très mal vieilli via le réseau social Twitter. Je t'ai écœuré beaucoup dans le podcast de liste. D'après moi, tu te venges. Ouais, j'en ai trouvé des pas pires. J'en ai trouvé des pas pires. Fait que on va s'amuser avec ça. On va commenter, on va analyser le contexte, comment cette prédiction-là, cette analyse-là a mal viré. On va regarder ça ensemble, Pascal. Puis on invite les gens qui nous regardent ou écoutent sur Patreon à poser vos questions pendant l'épisode. On va y répondre assurément. Puis à la fin, ben, on va ouvrir un petit paquet de cartes de hockey Upper Deck de la série 1 cette année. Puis Mortron. Ouais. Ouais. Pascal, top 32 préliminaire, on a vu au sein du TSLH Espoir non seulement des espoirs classés numéro 1 qui étaient différents sur les listes, Mhm. mais surtout des top 3 assez différents et l'unanimité envers James Higgins pour l'absence de l'Américain au numéro 1 des listes préliminaires. Pascal, dans un premier temps, est-ce que ça t'a surpris de voir que James Higgins ne serait pas numéro 1 sur aucune liste? Oui, quand même. Ça m'étonne qu'il y ait personne qui ait mis James Higgins comme premier choix. Puis que même au niveau du deuxième choix, tu sais, il a été troisième, moi je l'avais deuxième. Je pensais qu'il allait au moins avoir quelqu'un qui allait l'avoir premier, mais non. Donc non, je suis quand même content de voir que on a un peu la même lecture aussi sur le top 5 en général, c'est-à-dire que même top 6, voire top 6, là, c'est-à-dire que t'as 5 noms qui se battent pour le premier rang en ce moment. Tu sais, au début de la saison, j'avais dit Higgins, c'est un poste à perdre en tant que premier, puis c'est pas mal ça c'est pas nécessairement ça qui se passe, parce qu'il joue quand même bien. Tu sais, oui, ça manque un peu de finition, là, comme équipe. Mais ça fait en sorte que, dans le fond, c'est plus un prop pour les autres que nécessairement un down pour lui, un knock pour lui. Donc non, je suis bien content de voir qu'ils sont du même avis que moi, là, au niveau de que les autres du TSLH Espoir sont du même avis, puis que c'est assez large comme repêchage, mais je dirais pas peut-être pas large, mais c'est très divertissant et challengeant comme repêchage à date, puis on l'a bien vu là, dans nos listes, là, c'était intéressant. Est-ce que James Higgins a des chances de revenir dans les faveurs positives? Ben, positives, c'est pas qu'il c'est négatif présentement, mais est-ce qu'il y a des chances de le revoir dans les bonnes grâces de nos observateurs, selon toi? Je pense pas qu'il y ait des mauvaises grâces, mais pour ta question, on est pas mal. C'est sûr que ça serait pas. Ça faudrait que Schaefer ou bien que Micha pour Servant, pour Simon Servant, ait peut-être une baisse de régime assez intense. Mais si Higgins ouvre la machine, plus que sa finition en tant qu'équipe, ça fonctionne, puis qu'il commence à rouler sur la compétition dans NCAA, c'est sûr que le débat est encore là. On est en novembre, on n'est pas en tout en mai ou en juin, alors qu'il n'y a plus personne qui joue. Donc, je pense que le débat est lancé. C'est une forte possibilité qu'ils reviennent dans les bonnes grâces de l'équipe. Selon toi, on parlait, Pascal, d'un top 5 qui peut quand même assez varier. Euh, Si tu avais un joueur à identifier, outre, mettons, Higgins, euh, quel joueur tu crois qui pourrait venir rivaliser avec
le rang numéro 1 que tu as attribué en ce début de saison au défenseur Matthew Schaefer? Roger McQueen, probablement. T'sais, Higgins, oui, Morton, oui, mais j'y réserve quand même concernant Morton. Mais McQueen, quand il va revenir, si il travaille sur sa constance de ses performances, son effort et tout, mais c'est pas nécessairement au niveau de l'effort, c'est juste au niveau de l'impact qu'il y a dans une game. Si ça s'améliore, je pense qu'il y a quand même une bonne chance là, de se ramasser premier là, dans ma liste. Mais c'est ça, il faut travailler sur certaines affaires. Mais tu sais, en dehors du top 5, il y a peut-être 2 noms, 3 noms, mais je pense pas qu'ils vont qu'ils vont réussir à briser le top 5 à ce temps-ci. Une opinion quand même assez différente qui est sortie de ton côté, Pascal, et c'est Cole Rechny, que tu as conservé dans ton top, non seulement dans ton top 10, mais au 7e rang, comparativement aux autres boys qui l'avaient quand même plus bas un peu. Qu'est-ce qui ferait en sorte justement que tu te rallies peut-être aux observations des autres? Est-ce qu'il y a des chances que down the road, vers le milieu de la saison, que Rechny recule dans ton classement? Ça serait ici il demeure comme en ce moment, je pense pas qu'il va descendre drastiquement. Mais tu sais, si O'Brien il se confirme, tu sais, comme il joue là dans les 2 dernières semaines, encore plus, si Desnoyers à long terme aussi, si l'offensive est encore là, puis s'il amène tout son le jeu physique et tout, ça demeure intéressant. Je pense pas que Jackson Smith va être en avant de Rechny. Ryabkin, s'il continue à bien jouer dans la VHL, puis au niveau de l'offensive, ça commence à y aller, ben c'est une bonne affaire. Mais ça se jouerait entre Schmidt puis Rechny, mettons, pour le top 10. Là. Mais je pense pas, sérieusement, qu'il va redropper, parce que moi, ce que je vois de lui, c'est que oui, il y a certaines lacunes au niveau du moteur. Moi, c'est vraiment au niveau du moteur, là. Mais je trouve que défensivement, il est excellent. Il est utilisé à toutes les sauces. Il a un temps de jeu vraiment élevé. Il est très dangereux en offensive. A une vision du jeu très créative. Dans les meilleurs du repêchage, selon moi. Puis il est capable de marquer des buts. Bonne paire de main aussi. Fait que je vois pas comment je pourrais le baisser, sauf s'il devient complètement invisible. Mais tu sais, c'est la grosse pierre angulaire de cette équipe-là, des 2 bords de la glace. Fait que s'il se blesse pas, c'est ça, s'il y a une blessure, là, on peut pas y aller autrement. Là. Mais non, je pense pas que je vais avoir le même read qu'eux autres. Je vais tenir le fort, parce que c'est mon boy. Mais non, c'est comme je l'ai toujours dit, le plus challengeant, ben pas le plus important au niveau d'un joueur qu'on aime vraiment beaucoup, c'est pas de le mettre le plus haut possible, c'est pas une course, c'est de le mettre à la bonne place. Fait que est-ce qu'il est trop haut là? Ça se pourrait, mais ça joue sur une saison complète. Puis, tu sais, c'est à ta bonne place. T'sais, ouais, c'est ça, il y a ça aussi. Tu comprendras que dans l'exercice d'aujourd'hui, puis, tu sais, je vais sûrement recevoir individuellement les boys, tu sais, pour parler de leur carte cachée et tout, comme j'avais fait l'année passée, mais, tu sais, je poserai pas de questions. Est-ce que tu penses que tel gars, tu l'as mis trop haut ou tu l'as mis trop bas? Parce que je le sais que selon toi, tu l'as mis à bonne place. C'est ça, exactement. Il n'y aura pas de questions comme ça. Ceci étant dit, Pascal, on vient de parler de Rechny comme étant un joueur, est-ce qu'il pourrait baisser comparativement aux autres observateurs? Mais à l'inverse, est-ce que tu crois, quand tu regardes ta liste présentement, est-ce que tu es capable d'identifier un joueur qui pourrait vraiment, là, selon toi, monter pour la mi-saison parmi les 32 joueurs que tu nous as parlé dans le dernier épisode? Bonne question. Justin Carbonneau, sérieusement. Que d'ailleurs, Pascal, il faut que je te dise, avant que tu publies sur Twitter ta liste, la liste que tu m'as envoyée, tu as marqué Jacob Carbonneau. Ben oui, tabarnak. Juste avant de publier le tout sur Twitter, là, Justin. Merci de me l'avoir dit. Avec sérieux, j'ai marqué Jacob Carbonneau. J'ai marqué aussi Jake O'Brien à la place de Jack. Et c'est mon servant qui aurait rien de moi si j'avais publié ça. Parce que j'ai déjà ri une fois de l'orthographe d'un mot. D'oiseau, je pense. Je me rappelle plus. Bref. Ouais, il y aurait J. Carbonneau.
probablement, qui a de bonnes chances de monter. En tout cas, il est une bonne lancée. Et c'est pas mal lui que j'identifierais, je te dirais, là. J'aimerais bien ça dire Ivankovic, là, mais il est trop petit. Fait que ce serait ça, je pense. J'ai vraiment aimé son match. Hier, je suis allé au match des Remparts. Puis c'était contre l'Armada. Puis, tu sais, moi, c'était la première fois que je voyais Carbonneau en action cette année. Mhm. Puis, c'est un match, là, on s'entend. Mais il a connu un solide match, honnêtement. J'ai vraiment aimé comment il attaquait l'enclave. Puis, tu sais, il gênait vraiment pas de couper au centre. C'est sûr que là, la défensive des Remparts, c'était assez. Ça fait quand même pitié, là, honnêtement. Ouais. Le nombre de fois que les défenseurs se faisaient déborder sur l'extérieur, puis qu'on était juste pas capable de couper l'accès au filet puis à l'enclave, là, c'était épouvantable. Là. Tu sais, sur le premier but à Carbonneau, il a récupéré un rebond, mais Matteo Nobert, dans le fond, il a mis la pédale au fond en entrée de zone, puis il a débordé le défenseur comme si rien n'était. Là. Ouais. Il est C'est bon. ça. Tu sais. Fait que c'est juste un match. C'est juste un match, Oh. mais. Bravo. Je vais appeler le département des plaintes, ça sera pas long. Mais tu sais, honnêtement, j'ai vraiment aimé l'apport offensif de Carbonneau dans le match. Puis aussi, ben, tu sais, ça a été identifié dans le podcast du Top 32, des Top 32, en fait. Mhm. Puis son côté rugueux sortait beaucoup contre les Remparts. Là, honnêtement, il était souvent là en train de déranger. Il a donné quelques coups d'épaule également devant le filet, après le sifflet. Tu sais, il venait dans les mêlées. Tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'avoir scouté vraiment pour faire une liste cette année, ça aurait été le prototype de joueur qui m'aurait vraiment plu. Là. Ouais. Tu sais, je peux pas dire où c'est que je le placerais parce que ça serait malhonnête de le faire, mais je pense que ce serait un gars que j'aurais vraiment apprécié à regarder Mm. sur le long terme. Ce qui est intéressant, tu sais, c'est que il est très offensif, très dynamique en offensive, quand même assez polyvalent, mais que tu vois toutes les cordes à son arc potentiellement. Tu sais, oui, Ouais. défensivement, c'est pas le meilleur, mais en ce moment, comme il disait, les collègues, il disait qu'il est utilisé un peu plus en mission défensive au niveau du piqué. Tu vois le potentiel rugueux aussi, c'est un gars qui est capable d'aller en ligne droite, capable aussi de jouer de finesse, capable de protéger la rondelle, utiliser son bâton, sa force, son bras, puis il a des bonnes mains, il est dangereux en enclave. Il repère ses coéquipiers sans regarder. Tu sais, il y a comme plusieurs branches que tu fais comme ouh. Emile Guité, il va falloir qu'il mange pas mal de croûte pour leur dépasser dans les pronostics pour la LHJMQ, parce que là, il est pas pantoute dans la discussion là, pour être en avant de Justin Carbonneau, comme c'était le cas avant le début de la saison. Là. Puis si j'avais nommé un joueur de deuxième ronde que peut-être qui pourrait augmenter pas mal, c'est Nesbitt que Simon Servant avait 32 ou 31, je l'ai 39. T'en connais un peu plus sur le tard, là, mais il n'y a pas d'aiguë, lui. Toujours dans le top 32. En se fiant sur ton top 32, Pascal, est-ce que, tu sais, je le sais, on est tôt dans la saison, on est quand même au mois de novembre, faire en fait, prendre des positions comme je vais t'amener à le faire, nous mène parfois à des mauvais takes Twitter, Mais comme on va voir plus tard. Mais on est là pour ça. Tu sais, pas pour nécessairement exactement. faire des hot takes ou des bad takes ou des bons takes. C'est juste qu'on est là pour se mouiller, pour donner nos observations, puis tout. Puis on peut pas tout le temps avoir raison comme j'ai tout le temps, tu sais. C'est un phénomène rare, moi, là. C'est une joke en nastiche. Je vais y aller de quelques questions un peu dans le même sens qu'on fait à la fin de la saison, mais je vais t'inviter à te mouiller tôt en saison cette fois-ci. Selon toi, dans ton top 32 présentement, le joueur le plus talentueux au niveau brut, le joueur, selon toi, qui a le plus de talent brut dans son profil jusqu'ici? Dans tout le top 32, ou bien... Je pense que je vais y aller, tu sais, en dehors du top 5, là, parce que ça serait facile de dire Higgins. Là. Je vais y aller avec Lyndon Lakovic. Parce que tu vois le potentiel. Tu vois tout ce qu'il y a. Un peu comme Daniel Booth, comme j'ai dit dans le podcast. Là, le potentiel, le gabarit, le tir, le patin,
la façon de repérer ses coéquipiers. S'il se donne, il peut ramasser tout le monde physiquement, mais souvent, c'est ça, faut que tu te bottes dans le cul un petit peu, là, fait que j'irais probablement avec lui, tu sais. Dans le niveau talent pur, comme tu dis, là, ça serait probablement lui, parce que je regarde le reste. Ouais, c'est pas mal ça, je te dirais, là. Ouais, je vais y aller avec la Kovic. À ton avis, le joueur présentement dans ton top 32 qui serait le plus rugueux? Le plus rugueux. Desnoyers, il l'est, mais c'est pas nécessairement le plus rugueux. Je vais te donner deux réponses. Je vais te donner Cameron Schmidt, qui est 5 et 7, qui est un ours dans un corps de Schtroumpf. Dans le corps de Boucle d'Or, en tout cas, bref. Mais je vais y aller avec Carter Amico. Ouais. Un gros défenseur droitier américain. Là, c'est sûr qu'il y a Murtka aussi, mais on n'a pas assez de données. Oui, il est robuste, mais cette année, on le voit pas beaucoup. Il est européen et tout, mais je trouve qu'Amico le démontre énormément là, avec le programme américain. Énormément. C'est sûr que c'est pas ce qu'on a déjà vu dans le passé. Là. C'est pas le repêchage le plus rugueux, en fait. Vraiment pas le plus rugueux. Parce que j'aimerais que ce soit un peu plus. Mais c'est ça. C'est sûr, on pourrait dire Carter Bear, mais tu sais, chez les pros, je pense pas qu'il y ait potentiel d'être un gars hyper rugueux, hyper physique, mais je te dirais Carter Amico. La base de son jeu, ça va être ça. On peut cette fois inclure les joueurs du top 5. J'ai oublié Etchison. Non, c'est Cashon Etchison. Je sais pas son nom. Ah ouais, c'est Etchison le plus rugueux. Etchison et Amico, ça serait ces deux-là. Solide. Excuse-moi. Il n'y a pas de trouble. Mais regarde, je te bombarde avec des questions que tu n'étais pas préparé. Fait que... Ouais, ben, on est dans l'impro, c'est ça qu'il faut. C'est là que les bons mauvais takes sortent. Exact. En incluant les joueurs du top 5, cette fois-ci pour cette petite catégorie, Pascal, selon toi, c'est qui aurait le meilleur lancé dans ton top 32 pour l'instant? Le meilleur lancé... meilleur lancé, il y aurait... il y a quand même beaucoup de candidats, là, on va se le dire. Là. Je m'en étais noté d'ailleurs quelques-uns, parce que veux pas, même si je fais pas de liste, j'avais commencé à scouter la cohorte pareil, puis je m'étais noté des joueurs justement pour ces catégories-là. Je m'étais dit cette année, je vais m'y prendre d'avance, parce que quand on arrive pour faire les top 5 à la fin de l'année, je m'y prends toujours sur le top, là, je regarde de nouveau mes analyses. Là. Ouais. Mais pour le tir, moi, là, ça peut aiguiller. J'avais mis... je descends un petit peu ma liste encore. Je sais que je m'en étais mis un. Là. Un petit astérix à côté de son nom. J'avais mis Lakovic à surveiller pour le top 5 pour les tirs. J'avais mis Roger McQueen aussi pour les tirs. Ouais. Ce qui est fun avec McQueen, c'est que souvent, il va marquer ses buts dans le casque du gardien. Là. C'est-à-dire qu'il va être dans l'enclave. Lakovic, c'est pas nécessairement son cas. Fait qu'on voit pas mal plus son tir. Fait que je dirais pas mal aussi Lakovic. Et Cameron Schmidt, serait aussi facile de le dire son nom parce que il est dangereux son tir, mais c'est peut-être pas la dégaine la plus véloce, si on veut. Là. C'est pas le Ovechkin de ce draft-là. Je pense que Lakovic aurait plus de pas de flair, mais de puissance brute dans son tir. Là. Il y a Misha aussi, mais Misha, c'est plus d'intelligence. C'est que Lakovic, je te dirais ça aussi. Puis Schmidt, ce que j'avais remarqué pour les tirs, à tout le moins, c'est que c'est sa capacité à marquer des buts de très très proche. Ouais. Il va être collé sur le gardien, puis il va être capable de la flipper dans le top. Puis... Fait que, c'est une qualité de bon tir, mais c'était difficile, je trouvais, pour l'instant, dans ce que j'avais regardé, de voir un peu plus sa dégaine rapide. Ses mains rapides, on les voit dans les feintes, mais pour son tir, j'avais pas encore assez de données pour ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça manque de bonnes bines de la ligne bleue, par exemple, aussi dans le repêchage. Tu sais, Schaefer a un bon lancer des poignets. C'est pas aussi comme Zane Parrick, mais il a un bon lancer des poignets, il a un bon tir aussi, mais c'est pas une bine. Pas un David Jiricek, mettons, là, une bonne bine dans la ligne bleue.
Je reviens, Pascal, à la question qu'on nous a posée durant le podcast. C'est Charles Thériault qui nous a posé la question où est-ce que s'arrêtent les tiers? Tu sais, on avait parlé du top 5. Après le top 5, il y avait une petite baisse et tout. Puis en complément à cette question-là, il y a Charles présentement, Charles Damien, dans le chat qui nous pose la question. Tu sais, l'année passée, il y avait un solide top 14 que tu pouvais comme interchanger plusieurs joueurs dedans, puis ça closait avec Michael Branson-Nigard que tu sais, la certitude de la NHL était là et tout. Euh, Où est-ce que ces tiers-là, tu sais, dans le top 15 comparativement à l'année passée, tu sais, comment tu définirais les tiers jusqu'ici dans tes observations pour 2025? Je te dirais que 1 à 5, ce serait le tiers 1, c'est-à-dire le joueur d'impact quasiment assuré top 6, voire plus. Après ça, j'aurais de 6 à 9, si on veut. J'ai Reshny là, mais on pourrait mettre Ryabkin aussi. Je laisse le. Mettons, je fais les tiers, ça serait consensuel, là, mais moi, au niveau du consensus, je m'en fous un peu, mais on pourrait mettre, mettons, Ryabkin dans ce tiers-là de 6 à 9. Après ça, ça serait pas mal le tiers 11 à 15, voire 16. De 10 à 15, voire 16. Jackson Smith, Ryabkin, là, je mettrais peut-être Reshny, mettons, pour le consensus. Là. Schmid, Hensler, Ish, Wozniak, Murtka, puis je rajouterais Lakovic probablement. C'est sûr que le monde y aime beaucoup Malcolm Spence, mais je vois pas encore le potentiel plus que Middle Six pour l'instant. Fait que ce serait ce qui ferait la cassure, ça serait pas nécessairement assuré top 6, mais un peu plus de chance qu'un peu plus bas, comme la coupure serait Malcolm Spence. Pour moi. Puis est-ce que justement cette coupure-là est quand même assez flagrante entre les Non. tiers? Est-ce que l'écart est gros? Non, c'est trop tôt encore en saison pour vraiment dire que la coupure soit vraiment, vraiment franche, là, parce que il y a encore beaucoup de hockey à jouer. Mais je te dirais vraiment là, qu'il 16, là, en ce moment, c'est vraiment le top 16 dans ma liste. C'est comme, je suis vraiment confiant de leur talent en novembre. Puis en bas de ça, c'est plus des joueurs de troisième trio, à temps partiel sur le deuxième ou de rôle, tu sais. Fait que, tu sais, avec les données jusqu'en novembre, la coupure est là pour moi, mais c'est sûr que ça va peut-être changer en cours de saison, comme ça allait tout le temps dans les autres pêchages, là, dans le passé. Alright, on a Maxime en commentaire qui d'ailleurs tient à nous féliciter pour le 5 heures de podcast qu'on a fait. En soulignant que je pense que c'était votre meilleur. Puis Parce que Matt n'a pas fait de liste. Seb a dit la même affaire. Les gars étaient tous d'accord. Je commence à le prendre personnel. Non, mais tu sais, tu t'occupais vraiment de bien couler, poser des questions puis tout. Fait que c'est sûr que ça améliore la fluidité puis tout, là. Ouais, je l'ai dit, hein, je me sacrifie. Je me sacrifie. J'ai dit, quand j'ai dit que j'allais pas faire de liste, j'ai dit de toute façon, le monde, ils s'ennuieront pas de mes listes. Là. C'est pas grave, ça. Regarde, la meilleure preuve, les podcasts sont meilleurs depuis que je fais pas de liste. Max, il dit aucun backstab à Matt. Je sais, pour vrai, je déconne. Puis même si c'était vrai, honnêtement, ça me dérangerait même pas. On est en paix avec ça. Moi, le but, c'est que le produit soit excellent. T'sais. C'est pas que moi, je sois excellent, c'est que le produit de TSLH soit excellent. C'est pas... c'est vraiment pas quelque chose que je prends personnel. Bien au contraire, je suis hyper content que les gens soient satisfaits de ce podcast-là. Ouais, c'était vraiment le fun. C'est une meilleure paye que de dire « Hey, j'ai le meilleur top 32 préliminaire. » Bon. Non, c'est ça. Bref, Max demande au sujet d'Anton Frondel, quels sont ses traits élites? Parce qu'on le mettait tous proche du top 5, mais c'était comme pas encore très clair s'il allait faire partie de la course pour le top 5, pour le numéro 1 même. Fait est-ce qu'il y a des traits élites dans son jeu, selon toi, Pascal? Ben, on se rend compte de plus en plus que peut-être non. Mais c'est l'accumulation de qualité. En fait,
ce qui rend élite, c'est qu'il n'y a pas de défaut. Vraiment aucun défaut. Tu peux le mettre dans n'importe quelle situation. Ce genre de joueur passe-partout là est vraiment, vraiment intéressant pour une équipe nord-américaine de hockey. Tu sais, c'est un Suédois qui joue vraiment un style nord-américain, mais il est capable de jouer une game de finesse aussi. Qui est capable de jouer la game physique. Fait que, tu sais, il y a comme vraiment... Il coche beaucoup de cases. Tu sais, alors que, mettons, J. Carbonneau, Justin Carbonneau, tu sais, il est dynamique en offensive. Il a certaines caractéristiques qu'on pourrait nommer comme potentiellement élite à long terme. Mais il y a plusieurs points d'interrogation. Tu sais, oui, il y a plusieurs chemins qui pourraient mener à un potentiel incroyable puis très diversifié. Mais Frondell, on le sait déjà qu'il y a ça. Mais est-ce que le plafond est vraiment haut ou il est très près de ce qu'on voit là? C'est ça qui fait en sorte que probablement qu'il n'est pas dans la course d'aucun candidat. Puis ben, il y a un manque de production en G20 national qui est dans une équipe, il est dans une équipe boostée. Puis il n'y a pas les meilleures occasions versus d'autres, mais il y a des excellents coéquipiers. Fait qu'on peut se poser des questions. À Hockey Allsvenskan, il n'était pas en tout dépaysé, mais c'est la maudite Hockey Allsvenskan. Donc c'est un peu tannant comme ligue, mais il était super bon. C'est la blessure qui ramène un peu aussi ce joueur-là au niveau des joueurs en dehors du top 5 parce que ça amène certains doutes. Tu sais, ce genre de joueur-là, on en a vu là, busté. Là. On en a vu pas mal des joueurs comme ça busté, c'est-à-dire des joueurs très complets, que la marche en Amérique du Nord est difficile, fait qu'il y a peut-être un petit PTSD là-dessus au niveau de ce genre de joueurs-là. Mais tu sais, vous le regardez, si vous avez jamais regardé jouer, allez regarder des highlights ou ben des vidéos de shift by shift qu'il y a sur YouTube. Vous allez t'écoutes un match, tu sais déjà c'est quel genre de joueur qui est. C'est juste que va falloir qu'on voit d'autres matchs en hockey Allsvenskan qui produisent un peu plus aussi pour qu'ils gagnent un peu plus de poids de la bête dans les listes. Dernière question, Pascal, sur ton top 32 préliminaire. À chaque année, il y a toujours un ou des joueurs que on a hâte de regarder. Tu sais, des fois, on regarde des joueurs parce qu'on est obligé de les regarder, parce qu'on veut faire notre liste, veut pas. On veut comparer avec d'autres joueurs et tout. Mais il y a toujours ces fameux joueurs-là que quand on arrive pour scouter, on est content non seulement de voir les résultats, mais aussi on a hâte de voir les progressions et tout. Est-ce qu'il y a des joueurs dans ton top 32 que tu identifierais comme étant tes petits visionnements bonbons, là? Tu sais, tes joueurs que tu fais OK, là, j'ai hâte de le regarder, lui, je l'aime. J'aime beaucoup regarder ce que je vois. Ben c'est sûr que je mentirais de pas dire Schaefer. Là. Matthew Schaefer, c'est pas pour rien qu'il est premier, c'est parce que le regarder est vraiment, vraiment divertissant. Puis très souvent, on fait genre Ouh! Ensuite, Reshny, c'est sûr, c'est mon boy. Donc, il serait dans le top de cette liste-là. J'ai beaucoup appris à aimer, voire adorer Jacques O'Brien, Jacques O'Brien. Dans les dernières semaines, maintenant jusqu'à la liste, on me l'avait beaucoup vanté à l'interne dès l'année passée. Parfois à l'interne, je parle des SLH Espoir, là. Puis il fait juste confirmer de match en match parce que l'année passée, j'accrochais pas tant que ça. Winlinka, ça a rempiré début de la saison. Mais là, dans un mois, parce qu'après le début de la saison, après le premier mois, ok, ouais, je comprends. Puis, si je regarde plus loin que ça, j'aime beaucoup Kerbin Nurmagomedov au niveau de la MHL. Là, c'est comme, il y a un peu de tout. Puis il y a le gabarit physique. C'est un peu un paquet surprise à chaque fois qu'on le regarde jouer. Fait que c'est ce genre de joueur-là qui est un peu baromètre sur une cohorte de défenseurs. Là, parce qu'il y a un peu de tout. Fait que t'es comme, OK, il est meilleur que lui là-dedans ou non là-dedans. Mais le fait qu'il soit dans MHL, ça amène des points d'interrogation. Donc, toujours le fun d'avoir des joueurs un peu baromètre. Là, puis il y en est assurément un, tout comme Malcolm Spence au niveau de l'offensive. Fait que c'est ça. Mais c'est Limatov, Reshny, Schaefer, puis O'Brien. Je te dirais que c'est les quatre que je fais comme un petit popcorn, puis j'écoute jouer. Alright. Deuxième partie du podcast. Puis je fais une petite introduction là, par rapport à ce sujet-là. On va parler de nos mauvais takes sur Twitter.
Ah, puis avant de passer je vais répondre à la question de Charles avant de passer là, au prochain sujet. Euh, Bien que je ne fasse pas de liste, est-ce que je vais me mouiller pour choisir mon boy? Mon boy risque d'être un gardien, Charles. Je vais faire un décompte sur les gardiens. Donc, je serais prêt à parier qu'Andreonov va être un de mes boys pour ce que j'ai vu l'année passée de lui. Puis j'ai hâte de le revoir cette année, comme je disais dans le podcast. Mais au niveau des joueurs, tu sais, j'avais pas. Tu sais, j'avais regardé peut-être. J'avais regardé le Linka, puis quelques matchs de début de saison pour commencer ma liste. Fait que, tu sais, de là à dire qui va être mon boy, c'est quand même tough, là. Je vais continuer d'en regarder un petit peu par la bande avec les scouting reports sur Patreon. Des joueurs du repêchage, je parle. Mais pour choisir un boy, je pense que je vais plus pencher pour un gardien de but cette année. Je vais vous revenir là-dessus dans les prochains mois, assurément. Ça va être Love Arenstam. Ouais. Love, ouais, juste pour son prénom. C'est ce qui met fin à notre retour sur le top 32 du TSLH Espoir pour regarder ou écouter l'épisode complet du top 32 du TSLH Espoir. Vous l'avez en deux parties sur YouTube et sur les plateformes audio telles que Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Et l'épisode complet, intégral, est disponible sur patreon.com/TSLH podcast. On se revoit dans un prochain épisode où l'on présente des cartes cachées pour le repêchage 2025 et on va parler aussi des meilleurs joueurs U24 dans la Ligue nationale de hockey, un sondage qui a été fait par le site web TSN. Donc on se revoit dans un prochain épisode du TSLH podcast.